Bonjour. Nous allons commencer la deuxième unité. Au niveau de cette unité, on va fournir une vue globale sur le cloud d'IBM. Cette unité introduit les concepts de base d'IBM Cloud, tels que les catalogues de services, les applications et les services cloud. Cette unité décrit aussi Watson IoT Platform Starter et ses différentes composantes. Donc, comme je viens de le citer, les objectifs de cette unité consistent en la description des fonctionnalités, des services et des bases de données supportées par IBM Cloud. On va voir les possibilités de gestion des utilisateurs et des ressources sur le cloud d'IBM. Et finalement, nous allons avoir un aperçu sur la plateforme Watson IoT de démarrage, donc nommée Watson IoT Platform Starter. En commençant par un aperçu sur IBM Cloud. Donc, IBM Cloud, c'est une plateforme de cloud computing qui combine Platform as a Service avec les services d'infrastructure as a service. Donc, IBM comprend un catalogue de services cloud pouvant être utilisés pour créer et pour déployer rapidement des applications et des infrastructures. En tant que plateforme as a service, IBM Cloud permet aux utilisateurs d'accéder aux logiciels et aux outils d'IBM. Ces outils couvrent en fait tout ce qui est intégration, sécurité, entre autres. IBM Cloud offre aussi aux utilisateurs un accès aux logiciels des partenaires commerciaux d'IBM. Donc les logiciels accessibles via la plateforme as a service sont des logiciels d'IBM et sont d'autres qui sont en provenance de partenaires d'IBM. Les applications qu'on peut déployer au niveau de ce cloud peuvent être de différents types. On peut avoir des applications web, mobile ou des applications liées à notre cours d'Internet des objets ou des applications liées à tout ce qui est Big Data, etc. Et en tant qu'infrastructure as a service, IBM Cloud permet aux utilisateurs un contrôle précis sur l'infrastructure. Donc, elle offre des services qui sont liés à l'infrastructure. Il est possible de déployer des serveurs physiques, des serveurs virtuels, des conteneurs et offre aussi un espace de stockage sur les data centers d'IBM. Donc, comme je le disais, en fait, IBM Cloud permet aussi de déployer tout ce qui est lié à High Performance Computing. Donc, il permet de déployer une infrastructure de calcul haute performance. Donc là, on parle des HPC. D'accord. Et ce déploiement peut se faire en fait auprès de presque il y a 60 data centers d'IBM à travers le monde. Et les services offerts d'infrastructures sont automatisés et normalisés pour fournir une plateforme mondiale pour les ressources cloud. Donc, en plus des serveurs virtuels, IBM Cloud propose aussi des serveurs physiques. Les serveurs physiques, ils offrent ou fournissent la puissance brute dont de nombreuses entreprises ont besoin pour les traitements très gourmands en termes de performance et les entrées-sorties disques intenses. Avec IBM Cloud, on peut également déployer des conteneurs, déployer des serveurs de stockage ou des serveurs réseau au niveau des data centers.
Ces services sont accessibles en fait via un catalogue de services qui permet de déployer, d'accéder et de gérer l'infrastructure. Notez que les services offerts sont généralement et toujours mis à jour. Donc il y a toujours de nouveaux services qui sont ajoutés et d'autres qui sont remplacés. Donc la liste des services offerts au niveau de IBM Cloud, donc elle peut changer d'un instant à un autre. Donc la liste des services qu'on a au niveau de ce slide, donc elle peut bien sûr être mise à jour au moment où je suis en train de présenter ce slide-là. Ceci en ce qui concerne les services d'IBM Cloud en tant qu'infrastructure as a service, mais en tant que fournisseur de plateforme as a service, IBM Cloud permet de créer, gérer et d'exécuter des applications de différents types, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, tout ce qui est web, mobile, big data et IoT. Notez que IBM Cloud il utilise Cloud Foundry. Cloud Foundry, c'est une plateforme open source qui est offerte en tant que service et qui propose un choix de cloud, de framework et d'applications. Donc, elle fournit des outils de monitoring, des outils de déploiement et des outils de journalisation, tout ce qui est logging tools, pour l'hébergement d'applications. Notez que IBM Cloud ajoute également quelques améliorations à Cloud Foundry en fait. Donc, il étend Cloud Foundry avec les services d'IBM et des partenaires commerciaux d'IBM. Il fournit une interface de ligne de commande. Il fournit aussi tout ce qui est intégration des outils de développement pour faciliter le processus de déploiement. Donc, il y a tout ce qui concerne les services DevOps qui permettent de fournir des éditeurs de code en ligne tels que Eclipse, des pipelines de déploiement, donc des outils de déploiement et des systèmes de contrôle de version, ce qui est lié à Git, etc. Donc en résumé, en tant que plateforme as a service, IBM Cloud fournit les ressources suivantes aux utilisateurs. Il fournit des environnements d'exécution d'applications, des runtimes, un catalogue de services tels que les bases de données, le support pour les applications mobiles, les applications d'analyse, intelligence artificielle, sécurité, entre autres. Donc là, vous avez pas mal de services qui sont disponibles via IBM Cloud et qui sont mis à la disponibilité des utilisateurs. Il offre aussi la possibilité d'intégrer des données de l'organisation, donc les traditional workloads, qui sont organisés au niveau des systèmes traditionnels de l'entreprise et qui s'exécutent sur les locaux de l'entreprise. Donc ils fournissent des services d'intégration. Et aussi, il offre des outils de développement, notamment des éditeurs de code, des outils de gestion de version, des pipelines de déploiement, des applications d'hébergement et autres. Donc là, on a un ensemble de runtimes qui peuvent être utilisés lors du déploiement des applications qui peuvent être de différents types. Donc, avec IBM Cloud, en fait, les utilisateurs ont le choix entre plusieurs environnements d'exécution sur lesquels ils peuvent exécuter leurs applications. Notez généralement que chaque environnement d'exécution comporte ce qu'on appelle un build pack qui est associé. Le build pack, en fait, c'est un ensemble de scripts qui permet de préparer, ou plutôt qui prépare le code pour l'exécution sur le cloud d'IBM. Donc les environnements d'exécution fournis par IBM ou sont fournis aussi par la communauté. Donc il y a des runtimes d'IBM et des runtimes communautaires qui peuvent être utilisés via le cloud d'IBM.
Donc notez que les environnements d'exécution d'IBM incluent Liberty pour Java, SDK for Node.js et Runtime for Swift, il y en a d'autres. Et que IBM Cloud et Cloud Foundry en fait supportent plus d'environnements d'exécution via les build packs des communautés. Donc avec les build packs, donc on peut intégrer d'autres runtime au niveau de la plateforme. Donc il y a plusieurs build packs qui sont proposés par la communauté en open source pour d'autres environnements d'exécution tels que Tomcat, Go, PHP, Python et d'autres. Donc si vous voulez programmer des applications Java, donc les build packs qui sont disponibles par exemple, donc il y a le Tomcat qui est le serveur d'application web, Java qui est en open source. Et il y a Liberty for Java. Liberty, en fait, c'est IBM WebSphere Liberty et un serveur d'application Java J2E qui peut déployer les applications Tomcat, bien sûr. Il prend également en charge d'autres fonctionnalités de Java Web, telles que les beans et les JMX. Donc, ils sont aussi pris en considération. Ils sont aussi supportés au niveau de Liberty for Java. Donc, en termes de services, IBM Cloud fournit une large gamme de services prédéfinis. Les services, comme ça a été mentionné, ils proviennent de soit IBM ou d'entités tierces. Ces services peuvent être utilisés lors de l'assemblage de votre application. Ainsi, il est possible de profiter de la puissance de l'intelligence artificielle et d'intégrer cette intelligence au niveau des applications utilisateurs. Ceci est possible via des API. Par exemple, on peut intégrer ou utiliser des API permettant le traitement de la parole, des API de NLP, tout ce qui est Natural Language Processing. Le traitement de langue naturelle. Donc on peut imaginer au niveau de nos applications IoT qu'on aura besoin ou qu'on peut utiliser et profiter de ces services qui sont offerts via IBM Cloud. Donc il y a aussi les services Data Analytics, les services de données et d'analyse de données qui permettent d'obtenir des données à partir des bases de données cloud intégrées. Donc il y a des bases de données qui sont intégrées au niveau de ce cloud. Ils permettent de créer des data-driven applications, donc des bases des apps, qui sont des applications orientées données et permettent d'analyser les données collectées. Donc, en plus de ce qui a été cité, il y a plusieurs autres services disponibles sous forme, par exemple, comme je disais tout à l'heure, de services d'intégration, tels que des API ou des services, il y a le service Integrate aussi. Pour le développement mobile, donc IBM aussi supporte ou permet l'utilisation d'une infrastructure back-end orientée mobile pour la conception, le monitoring et pour le test des applications mobiles. Donc, il supporte tout le tout le cycle de développement des applications mobiles. Pour l'Internet des objets, il y a aussi des services qui sont disponibles permettant la communication entre les objets connectés, les capteurs et les passerelles. Donc il y a vraiment une énorme panoplie de services disponibles couvrant aussi des aspects DevOps, sécurité, infrastructure, blockchain, etc. Pour le déploiement des services, IBM Cloud utilise une répartition géographique quand il s'agit du déploiement de ces services-là. Et ce, via les notions des régions. Donc, il y a la notion de région, la notion de location. Une région, c'est quoi une région? En fait, c'est un territoire géographique défini sur lequel les applications sont déployées.
Les locations sont les emplacements, plus ou moins des data centers, ou ce sont des data centers dans la région dans laquelle le hardware ou l'équipement physique est déployé. Au moment du déploiement, on ne spécifie pas la localisation ou le location, on spécifie la région. Il est possible de déployer une application dans une ou plusieurs régions. D'accord? Et il est conseillé de sélectionner généralement la région la plus proche des utilisateurs, et ce pour avoir une faible latence de l'application. Parce que vous pouvez imaginer le temps que ça prend pour un utilisateur en Chine d'accéder à des données qui sont déployées dans un data center en Suède ou autre. Donc il vaut mieux avoir des data centers il vaut mieux avoir les applications déployées au niveau des data centers les plus proches. Et un élément très important, c'est pour le fait pour répondre aux exigences de sécurité des données de certains pays. Donc, il y a certains pays ayant des exigences en termes de sécurité qui sont très spécifiques. Il vaut mieux sélectionner la région dans laquelle vous devez stocker les données de cette application. Il faut prendre en considération la politique de sécurité. Donc, ceci est nécessaire pour répondre aux politiques de sécurité et les politiques de conservation de la vie privée qui est utilisée au niveau du pays en question. Donc ça, c'est un élément auquel il faut faire attention. Et pour une haute disponibilité, on parle de high availability, il est possible de sélectionner plusieurs régions, comme je l'avais mentionné. Ainsi, si l'application crash dans une région, elle sera toujours disponible dans une autre. D'accord? Et au niveau de la console d'IBM Cloud, en fait, généralement, la région la plus proche est automatiquement sélectionnée au moment du déploiement. Mais bien sûr, il y a un menu qui permet de modifier ce choix si c'est nécessaire. À propos du déploiement multiple, notez que si le compte utilisé c'est un compte light, donc c'est le compte gratuit. Donc en utilisant un compte light, il ne serait pas possible de sélectionner plusieurs régions pour le déploiement de l'application. Donc, comme on le voit au niveau de ce slide, donc lors de l'utilisation de la plateforme Watson IoT, il serait nécessaire de choisir une région ou une location dans laquelle l'application sera déployée. Par exemple, dans cette figure, il est possible de faire des déploiements à Dallas, à Francfort, London. Il y a aussi la notion d'organisation. Les organisations peuvent s'étaler sur plusieurs régions et sont définies par trois éléments en fait, par l'utilisateur, le domaine et les quotas que nous allons voir ultérieurement. Donc on peut imaginer qu'on a les régions, donc pour schématiser ça, donc on a région 1, région 2, mais à propos de l'organisation, donc l'organisation c'est une notion qui s'étale sur la région, donc je peux avoir accès à des services qui sont offerts via la région, la première région, la deuxième région, etc. Et comment une organisation est définie si elle se base sur la notion d'utilisateur, users, le domaine et les quotas. Il y a aussi possibilité d'ajouter des espaces au sein d'une organisation. En fait, un espace, il permet de regrouper un ensemble d'applications, de services et d'utilisateurs. Donc, un espace, en fait, il est lié à une région spécifique. Donc, je peux imaginer que là, j'ai des services et je peux associer ces services-là au sein d'un espace. Il est possible de les créer dans une organisation en fonction, par exemple, du cycle de vie de livraison.
du produit. Donc, par exemple, vous pouvez créer un espace de développement comme un environnement de développement, comme vous pouvez créer un autre espace de test comme environnement de test et un autre de production, par exemple. Et ensuite, vous pouvez associer vos applications à des espaces. Donc, notez que chaque application de Cloud Foundry ne peut être affectée qu'à un seul espace. Donc, les applications de Cloud Foundry peuvent être affectées à un seul espace. Ceci à propos de l'aperçu de IBM Cloud. Dans ce qui suit, nous verrons les types de bases de données supportées. Au niveau des bases de données supportées sur le IBM Cloud, donc il y a en fait les bases de données non SQL, et les bases de données relationnelles, les bases de données orientées colonnes et les bases de données clé-valeur. Pour les bases de données non SQL, ils ont l'avantage en fait de stocker les objets dans le même format que celui attendu par les applications. Donc les données sont transférées et stockées dans différents standards tels que par exemple JSON et XML. Des exemples de ce type de base de données, donc vous avez tout ce qui est par exemple MongoDB, CouchDB. Les bases de données, le deuxième type, ce sont les bases de données relationnelles, les bases de données SQL. Donc, ce sont les bases de données, comme vous le savez très bien, qui sont basées sur les tables relationnelles. Avec SQL, bien sûr, vous pouvez écrire des requêtes combinant des lignes de plusieurs tables. Donc, chaque table a un enregistrement avec divers attributs. Pour les bases de données orientées colonnes, ce sont les bases de données qui stockent les données sous forme de colonnes au lieu des lignes. Donc, au niveau de SQL, les données sont stockées sous forme d'enregistrement des lignes. Mais au niveau de base de données orientée colonne, donc c'est la notion de colonne qui est utilisée. Donc, les données, c'est comme si on va permuter une table relationnelle pour avoir une base de données qui stocke les informations sous forme de colonne. Ce type de base de données, en fait, il se montre avantageux lorsqu'on a à analyser de grands volumes de données, donc tout ce qui est lié au big data, parce qu'en fait, l'accès au disque dur représente un goulot d'étranglement lors de la lecture des bases de données relationnelles. Et l'accès sous forme de colonne, il est vraiment plus efficace. Donc cette variante de base de données orientée colonne est vraiment très optimale dans le cas de données volumineuses, lorsqu'il s'agit de l'accès à la base de données. Quelques types de bases de données orientées colonne, donc il y a Amazon Redshift. Il y a HANA de SAP. Il y a Cassandra d'Apache. Apache Cassandra. Et il y en a plein d'autres. J'ai cité quelques-uns. Donc finalement, les services des données de paire clé-valeur, en fait, elles permettent de stocker d'une façon efficace les données de paire clé-valeur. Donc on a toujours une clé qui est associée à une valeur. On a toujours des tuples de données qui sont stockés au niveau de ce type de base de données. Donc ce type de base de données repose sur un tableau comportant seulement deux colonnes. La colonne qui contient la clé et l'autre qui contient la valeur. Des exemples de ces bases de données, il y a DynamoDB de Amazon. Il y a aussi Redis, Riak, et il y en a d'autres que vous pouvez essayer de les mettre en place sur vos machines et les tester pour voir en quoi consiste la modification d'un type de base de données à un autre. Donc, notez que les systèmes de gestion de base de données, donc lorsqu'on parle d'un SGBD, c'est le système de gestion de base de données,
Les systèmes de gestion de bases de données proposés par IBM Cloud sont soit des SGBD pris en charge directement par IBM ou par d'autres organismes externes. Donc, des exemples par exemple pour la base de données non SQL, donc IBM Cloud il propose Cloudant non SQL Database. Donc là on a Cloudant. Et il propose aussi Compose pour MongoDB. Là. Pour les bases de données SQL, il y a DB2 qui est supporté. Et il y a aussi Compose pour PostgreSQL SQL ou Compose for MySQL. Et pour les services de base de données orientés colonnes, il y a Compose for ScilabDB. Et finalement, Compose Redis ou Database for Redis pour les bases de données de paires clé-valeur. Et il y en a d'autres, donc vous pouvez sélectionner et utiliser au niveau de vos projets. Il est possible de créer un service de base de données, data service, à partir du catalogue, puis configurer une base de données pour la plateforme IoT. Donc au niveau de vos projets IoT, donc vous pouvez accéder au catalogue qui permet de sélectionner quelles sont les solutions de gestion de base de données que vous allez utiliser au niveau de votre cloud. Et notez que le data service doit se trouver dans la même région que l'application de la plateforme IoT. Dans la troisième partie, nous allons voir comment la gestion des utilisateurs en termes d'identification et de contrôle d'accès, ainsi que la gestion et l'organisation des ressources sont réalisées au niveau de IBM Cloud. En fait, pour la gestion des identités des utilisateurs, IBM Cloud utilise IBM IAM. IAM, c'est pour Identity and Access Management. Ce IBM IAM, il permet une gestion unifiée des utilisateurs, Unified User Management, parce qu'en fait, il offre une console de gestion des utilisateurs unique sur IBM Cloud, que ce soit pour les plateformes as a service ou pour les services d'infrastructure. Pour l'infrastructure as a service. Il y a aussi possibilité d'utiliser l'identifiant offert par une entreprise au cas où cette entreprise est inscrite et enregistrée chez IBM Cloud. Donc ainsi, il est possible d'enregistrer des entreprises auprès d'IBM. Ceci permettra aux employés de se connecter aux produits et services d'IBM en utilisant les informations d'identification des entreprises. C'est à ce niveau-là où on parle de Federated ID, un ID fédérateur. Donc, au moment du login, IBM, l'utilisateur sera orienté vers la page d'authentification de l'entreprise. IBM Cloud permet aussi un contrôle d'accès précis. We talk about Fine Grained Access Control. Donc, les utilisateurs peuvent se voir attribuer un accès uniquement aux ressources dont ils ont besoin. Donc, pour l'instant, nous avons vu que IBM Cloud IAM permet de contrôler l'accès aux différentes ressources. Que veut-on dire par c'est quoi une ressource? Donc, une ressource est une entité du compte de l'utilisateur qui est créée à partir du catalogue de Cloud IBM. Une ressource, peut-être, c'est une instance d'un service de IBM Cloud. Donc, par exemple, le Cloudant ou une application du Cloud Foundry, une machine virtuelle ou un conteneur. Donc, ce sont tous des ressources. Et chaque compte peut avoir, bien sûr, plusieurs ressources.
Plusieurs utilisateurs, en fait, bien sûr, qui sont identifiés par leur ID d'IBM, peuvent être invités à un compte et avoir accès à des ressources de ce compte. Donc, on peut partager le droit d'accès des ressources. You can grant access aux ressources aux différents comptes. Les utilisateurs peuvent avoir accès aux ressources d'un compte de manière via l'une de ces deux manières. Donc, soit en utilisant le Cloud IAM, soit il y a un autre accès pour les applications utilisant Cloud Foundry. Donc, il est possible d'organiser les ressources d'un Cloud IAM dans des groupes de ressources, donc des ressources groups, qui sont définis dans un compte et attribuer à l'utilisateur l'accès au groupe des ressources. Donc, pour un utilisateur donné, donc je lui donne accès à un groupe de ressources et ce groupe de ressources a été créé pour les comptes qui utilisent Cloud IAM. Sinon, on peut utiliser le rôle de l'utilisateur. Donc, en se basant sur le rôle d'un utilisateur dans une région, et dans une organisation et dans un espace. Donc, selon le rôle qui a été affecté à un utilisateur dans ces différents éléments, la région, l'organisation et l'espace de Cloud Foundry. Donc, là, si on se base sur Cloud Foundry, on peut utiliser ces informations-là pour décider si un utilisateur est autorisé à accéder à une application ou à une ressource. Donc, il y a une différence entre si la ressource utilise IAM ou si la ressource n'utilise pas IAM. Donc, si la ressource utilise IAM, donc l'accès se base sur le groupe de cette ressource. Sinon, l'accès se base sur le rôle de l'utilisateur au niveau de ces différentes entités, l'organisation, la région et l'espace. D'accord? Et notez que ces ressources-là, en fait, en n'utilisant pas IAM, ne peuvent pas être ajoutées à un groupe de ressources. Donc, pour le contrôle d'accès, donc il y a deux types de contrôle d'accès selon l'utilisation de IAM ou pas. C'est quoi un groupe de ressources? Un groupe de ressources est un moyen d'organisation qui permet d'organiser les ressources d'un compte dans des groupes personnalisables afin que vous puissiez rapidement attribuer aux utilisateurs l'accès à plusieurs ressources à la fois. Donc, je peux créer un groupe dans lequel je vais avoir plusieurs ressources qui peuvent être accessibles pour un utilisateur donné. Donc, le rôle de ces groupes est de faciliter tout simplement le contrôle d'accès aux ressources. Donc, notez que les utilisateurs ont accès aux ressources d'un groupe. Toute ressource d'un compte géré à l'aide du Cloud IAM appartient à un groupe de ressources au sein du compte de l'utilisateur. Et l'accès aux ressources n'est pas restreint aux régions, organisations et espaces de Cloud Foundry. Il y a aussi la notion de contrôleur de ressources, le Resource Controller. Le contrôleur de ressources, c'est une couche de provisionnement qui gère le cycle de vie d'une ressource, le life cycle d'une ressource cloud. Donc auparavant, en fait, tous les services intégrés à IBM Cloud, ils utilisaient Cloud Foundry. Et le contrôleur de ressources, il introduit en fait de nouveaux concepts et des modifications dans le modèle de Cloud Foundry. Mais généralement, il y a toujours de nombreuses similitudes entre les deux modèles, entre le Cloud Foundry model et le Resource Controller. En général, les ressources gérées par le contrôleur de ressources sont associées à des métriques d'utilisation et de facturation. Mais ce n'est pas toujours le cas en fait. Dans certains cas, la ressource peut être associée au contrôleur pour garantir le cycle de vie de la ressource qui peut être géré tout au long du cycle de vie du compte de l'utilisateur. Ce contrôleur utilise bien sûr le IAM, Identity and Access Management, pour ce contrôle-là. Donc un objectif clé du contrôleur de ressources est de rendre la plateforme IBM indépendante
du Cloud Foundry. Donc c'est ça l'objectif principal du contrôleur de ressources. Ceci parce que l'affectation des instances de services à une région Cloud Foundry présente une certaine limitation au niveau du contrôle d'accès. Parce que comme on avait dit, au niveau du contrôle d'accès pour les applications n'utilisant pas IAM, donc l'accès ou le contrôle d'accès se base sur le rôle des utilisateurs au niveau des régions, des organisations et des espaces. Donc au fur et à mesure que KIBM Cloud évolue vers la prochaine génération de cloud, donc il s'éloigne des organisations se basant sur le concept de Cloud Foundry. Donc ainsi, lors de la création d'une ressource, donc, il est possible de sélectionner le groupe de ressources comme indiqué dans ce slide. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que les services de Cloud Foundry dans le catalogue IBM Cloud n'utilisent pas Cloud IAM pour le contrôle d'accès. Donc, il s'appuie sur les notions région, organisation et espace. Et comme nous l'avons mentionné, c'est que dans le futur, les services basés sur Cloud Foundry vont migrer vers l'utilisation de Cloud IAM et sur la notion de Resource Group pour la gestion des accès. Donc c'est ce qu'il faut retenir de cette partie-là. Donc ainsi, lorsque vous créez une ressource Cloud Foundry, donc là c'est pour la création d'une ressource Cloud Foundry, il faut spécifier la région et l'organisation et l'espace auquel la ressource sera attribuée, comme l'indique ce slide. Donc auparavant, au niveau des applications utilisant Cloud IAM, donc on indique juste le groupe de ressources, mais là, en utilisant Cloud Foundry, donc il faut indiquer la région, l'organisation et l'espace. Donc vous ne pouvez pas créer une ressource que dans un espace pour lequel vous avez un accès développeur. Les services qui utilisent Cloud IAM présentent les avantages par rapport aux services basés sur Cloud Foundry, tels que, en fait, les services utilisant Cloud IAM peuvent se connecter aux applications et services dans n'importe quel espace Cloud Foundry, ce qui permet de connecter les applications et les services de différentes régions. Donc, au niveau de Cloud IAM, c'est les applications utilisant Cloud IAM ou les ressources utilisant Cloud IAM ne sont pas liées directement à une région ou à une localisation. Et chaque ressource gérée par Cloud IAM appartient à un groupe de ressources et les groupes de ressources ne sont pas limités par les régions. Par conséquent, il est possible de provisionner des applications et des services de différentes régions dans le même groupe de ressources. D'accord ? Nous avons parlé tout à l'heure de la notion d'organisation au niveau de Cloud Foundry. Donc les organisations sont définies par les éléments, comme je disais tout à l'heure, les utilisateurs, les domaines et le quota. Donc les organisations permettent la collaboration entre les membres de l'équipe et facilitent le regroupement logique des ressources du projet. Commençons par la notion d'utilisateur. Donc c'est quoi un utilisateur ou un membre de l'équipe? En fait, c'est un rôle avec des autorisations dans les organisations et dans les espaces. Donc, un utilisateur doit appartenir à au moins une organisation. Les utilisateurs peuvent appartenir bien sûr à plusieurs organisations. Et c'est ainsi qu'il est possible de partager le contrôle des applications et des instances de services. Donc je peux avoir des applications et des services au niveau d'une organisation qui sont partagés avec d'autres utilisateurs d'autres organisations qui peuvent y accéder et les utiliser. Il y a la notion de domaine. Donc le domaine, il indique le chemin sur Internet alloué à l'organisation. Donc un domaine, généralement, ça peut être le nom de l'application. Il y a la notion de quota qui représente les ressources disponibles pour une organisation donnée. Donc lorsque je parle de ressources disponibles, ceci comprend le nombre de services et la quantité de mémoire qui peut être allouée pour l'organisation.
Donc les quotas sont attribués lors de la création des organisations généralement. Et toute application ou service dans un espace au sein d'une organisation contribue à l'utilisation de ce quota. Donc lorsque j'utilise une application au niveau d'une organisation, donc bien sûr je vais consommer une partie de ce quota qui m'a été alloué. Donc avec les comptes Pay as you go ou subscription, il y a la possibilité d'ajuster le quota pour les applications et les conteneurs. Donc je peux ajuster le quota qui a été affecté selon les besoins de l'organisation. Au niveau des espaces et des organisations, il y a plusieurs rôles pour les utilisateurs. Donc là, on a les 6 rôles des utilisateurs. Donc le premier, c'est l'Organization Manager. Donc c'est le responsable de l'organisation. Il peut contrôler qui a accès à l'organisation. Il peut créer ou supprimer les espaces au sein d'une organisation. Et là aussi, le droit de gérer les domaines et les utilisateurs. Il y a le Billing Manager, c'est le responsable de la facturation. Le responsable de facturation, il peut consulter les informations à propos de la consommation des services par les organisations. Il y a l'auditeur, l'Organization Auditors. L'auditeur peut accéder au contenu des applications et des services dans l'organisation. Il y a le gestionnaire de l'espace. Donc au niveau de l'espace, on a 3 rôles, le gestionnaire, le développeur et l'auditeur. Le gestionnaire, il peut contrôler qui a accès à l'espace et il peut activer les fonctionnalités de cet espace. Donc il y a certaines fonctionnalités qui peuvent activer ou désactiver par le gestionnaire ou le manager. Le développeur, il peut créer, supprimer et gérer les applications et les services dans l'espace. Donc il peut aussi accéder au log de son espace. Les auditeurs, ils ont un accès en lecture seule aux paramètres, aux fichiers log, aux applications et aux services. Donc ça à propos de la gestion des utilisateurs et des ressources. Pour la gestion des applications et des services, c'est ce qu'on va voir dans ce qui suit. Donc nous allons voir les notions de base liées à la gestion des applications et des services cloud. Donc IBM Cloud permet la création des applications dans l'environnement Cloud Foundry. Il est également possible de créer des applications mobiles qui s'exécutent en dehors de l'environnement IBM Cloud et qui utilisent les services auxquels les applications mobiles sont exposées. Donc je peux avoir mon application mobile qui ne fait que utiliser des applications qui sont disponibles via le cloud d'IBM ou faisant appel à des services d'IBM. D'accord? Comme je peux bien sûr déployer mon application en entier au sein du cloud. Donc, vous pouvez également créer des applications web composées du code qui doit être exécuté ou référencé au moment de l'exécution de l'application. Un service, c'est quoi un service? En fait, c'est une extension Cloud Extensions, qui est hébergée par IBM Cloud. Donc, un service fournit des fonctions qui sont prêtes à être utilisées par le code en cours d'exécution de l'application. Donc, les services prédéfinis par IBM Cloud incluent tout ce qui est base de données, des services de messagerie, des services de notification pour les applications mobiles, les services du caching pour les applications web, etc. Donc, il y a des services prédéfinis qui sont également fournis par les organisations tierces. Donc, comme on avait dit, il y a des services propres à IBM et d'autres services d'organisations tierces qui sont accessibles via IBM Cloud. Il est aussi possible de créer ses propres services dans IBM Cloud. Il peut s'agir d'utilitaires ou d'une logique métier complexe que vous voulez utiliser dans un business process, par exemple. Donc, pour créer une application, vous pouvez sélectionner un environnement d'exécution. Donc là, vous avez différentes application runtimes
que vous pouvez sélectionner. Donc les applications, ces environnements d'exécution, bien sûr, ça peut être un environnement d'exécution d'IBM qui est pris en charge par les buildbox d'IBM tels que Liberty for Java, ou un environnement d'exécution communautaire, un community runtime, qui repose sur des buildbox open source tels que Tomcat. Donc un runtime, je rappelle que c'est l'ensemble des ressources utilisées pour exécuter une application. Donc IBM Cloud, il fournit des environnements d'exécution en tant que container pour différents types d'applications. Donc je rappelle que les environnements d'exécution sont intégrés en tant que buildbox dans IBM Cloud. Ils sont automatiquement configurés pour être utilisés. Donc les runtimes, ils vont démarrer un exemple d'application simple que vous pouvez personnaliser pour répondre à vos besoins. Donc lors du démarrage du runtime, vous allez avoir un exemple d'application que vous pouvez adapter et personnaliser selon les besoins d'application que vous voulez mettre en place. Ces environnements d'exécution n'incluent aucun service par défaut, donc, mais vous pouvez ajouter et lier vos propres services ultérieurement. Donc, les services prédéfinis par IBM Cloud incluent les bases de données non SQL, les bases de données SQL, incluent des services permettant l'envoi de notifications de type push sur vos applications mobiles, incluent des services de traduction automatique de langue. Donc il y en a plusieurs services qui sont disponibles via IBM Cloud. Donc vous pouvez ajouter des services à votre application à partir du catalogue. Donc les services, ils fournissent des points de terminaison, donc on parle de endpoints, qui sont prédéfinis, auxquels vous pouvez accéder à partir de votre application pour utiliser les fonctions prédéfinies par ce service. Donc vous allez avoir un service qui offre un endpoint, et l'application que vous allez développer, donc elle aura besoin de juste se connecter via ce endpoint pour accéder aux fonctionnalités du service sans savoir les détails de ce qui se passe derrière. L'infrastructure des services est gérée par IBM Cloud, bien sûr, et l'application de l'utilisateur doit se connecter uniquement à ce point de terminaison. Donc vous pouvez lier plusieurs applications à un service. Donc, vous pouvez avoir une application 1, une application 2, qui utilisent tous les mêmes services pour partager les services entre les applications que vous avez développées. Donc la diapositive montre un exemple de services de Watson qui sont disponibles. Donc il y a Watson Assistant, Discovery, Knowledge Studio, Language Translator, etc. Donc chacun de ces services, donc, vous allez avoir une description de ce qu'il offre comme service. Et donc vous pouvez l'utiliser au sein de vos applications. À propos de notre cours, le IBM offre des services d'Internet des objets. Donc, vous avez une zone de recherche dans laquelle vous pouvez sélectionner Internet of Things pour avoir les services qui sont liés à l'Internet des objets. Donc là, on a la plateforme IoT d'IBM, qui est la plaque tournante d'IBM Watson IoT et qui permet de communiquer et consommer les données à partir des périphériques et des passerelles connectées. Elle permet d'utiliser les tableaux de bord de la console web intégrée pour surveiller les données IoT et pour les analyser en temps réel. Elle permet aussi d'assurer une connectivité aux applications des utilisateurs à l'aide de différents protocoles et API. Il y a aussi le AT&T Flow Designer. C'est un service aussi lié à l'Internet des objets. C'est un environnement en fait de développement web qui permet de faciliter la conception et le déploiement des applications du type Data Driven Application. Donc, il permet de faire des prototypes de solutions IoT rapidement. Et au niveau des flux, parce qu'il se base sur des flux, au niveau des flux, il y a en fait un certain nombre de nœuds qu'il faut configurer. Et notez que ces nœuds sont généralement disponibles en open source sur GitHub. Il y a Unification Engine, donc il est considéré comme
étant la première véritable plateforme de messagerie IoT intelligence. Ils utilisent en fait de l'intelligence artificielle et de la NLP pour permettre des communications en machine sur plus de 20 canaux de communication mondiaux. Donc, ces canaux de communication comprennent tout ce qui est courrier électronique, SMS, les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, etc. Viber, Skype, on a d'autres qui sont supportés. Et on a d'autres qui sont ajoutés chaque mois. Cette plateforme offre aux utilisateurs, aux développeurs et aux fabricants un certain niveau de sécurité et surtout une interopérabilité. Pour les cas d'utilisation et les solutions type Smart House et Smart City. Et finalement, il y a le Watson IoT Platform Starter. Il permet de démarrer avec IBM Watson IoT Platform à l'aide d'un exemple d'application à base de Node-RED et Node.js. Avec Watson IoT Platform Starter, vous pouvez rapidement simuler un appareil IoT, créer ce qu'on appelle des cartes, générer des données et commencer à analyser, à afficher les données dans le tableau de bord de la plateforme. D'accord. Donc, à propos donc on est arrivé à la dernière partie de cette unité, donc qui présente le Watson IoT Platform Starter. Donc en fait, c'est un service qui est entièrement géré et hébergé dans le cloud et qui simplifie l'utilisation et l'extraction de valeur des appareils IoT. Donc vous pouvez enregistrer et connecter les appareils, qu'il s'agisse d'un capteur, d'une passerelle ou autre. Donc ces capteurs et ces passerelles peuvent être connectés à Watson IoT Platform et commencer à envoyer des données en toute sécurité. Le transfert des données se fait, comme ça a été cité à plusieurs reprises, via le protocole de messagerie MQTT ou HTTP. Et vous pouvez configurer et gérer les appareils à l'aide de votre table de bord en ligne ou via des applications afin que vos applications puissent accéder et utiliser vos données en temps réel. Et aussi, bien sûr, vous pouvez utiliser les données historiques qui sont enregistrées au niveau de votre plateforme. Donc, dans le cadre du développement continu de cette plateforme, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées à la plateforme. Et parfois, quelques fonctionnalités sont proposées en version bêta pour le test. Donc, rappelons les 4 quadrants de la plateforme IoT. Donc, nous avons parlé de plusieurs reprises de tout ce qui est Connect, Information Management, Analytics et Risk and Security Management. Donc, au niveau du Connect, donc c'est tout ce qui est lié à la connexion des appareils, le développement des applications, le contrôle des applications et les interactions avec les services disponibles sur la plateforme. Au niveau de Information Management, ceci comprend le stockage et la transformation des données. Donc, Watson IoT Platform Information Management contrôle les données envoyées par les appareils après avoir atteint votre service Watson IoT. Au niveau Analytics, en utilisant Cloud Analytics, vous pouvez spécifier des conditions et des règles basées sur les données des appareils en temps réel qui peuvent déclencher des alertes et des actions facultatives lorsqu'ils sont réunis. Donc, lorsque vous pouvez définir certaines règles et certaines conditions à partir desquelles vous pouvez déclencher des alertes, donc qui sont envoyées sous forme des événements. Donc, vous pouvez créer une règle pour vous assurer qu'en cas, par exemple, de chute de l'appareil ou lorsque la température de l'appareil augmente, une alerte est envoyée au tableau de bord
sur l'appareil de l'utilisateur et aussi peut-être, pourquoi pas, envoyer un email à l'administrateur. Donc à ce niveau-là, on avait parlé auparavant de tout ce qui est Edge Analytics, donc qui permet de déplacer le processus de déclenchement des règles d'analyse vers la passerelle au lieu de le mettre en place au niveau du cloud pour l'analyse des données collectées. Le déplacement de ce traitement vers la passerelle est là comme rôle de réduire la quantité du trafic. Donc généralement lorsqu'on a par exemple un équipement à ce niveau-là et on a une passerelle et là on a le cloud. Donc là généralement on a toujours des échanges. Mais il y a une différence entre si les échanges se font directement entre l'équipement et le cloud. Donc toutes les informations sont envoyées au niveau du cloud et c'est à ce niveau-là qu'il y a du traitement. Sinon, on peut imaginer la mise en place d'une passerelle et réduire les échanges et faire des traitements au niveau de cette passerelle-là. D'accord? Donc c'est là où on parle de tout ce qui est Edge Analytics. Et finalement, la gestion des risques et la gestion de sécurité, il est dédié à la sécurité de la plateforme pour garantir que tous les points de connexion entre le serveur et les appareils sont authentifiés. Donc c'est tout ce qui est lié à l'authentification. Des points de connexion et l'authentification des informations transmises. Donc avec ce module, donc les certificats sont toujours utilisés, donc les certificats et l'authentification TLS, de Transport Layer Security sont utilisés en plus plus les identifiants. Il y a aussi des jetons qui sont utilisés au niveau de la plateforme. Donc lors de la communication entre les appareils et les serveurs, tous les appareils qui ne disposent pas d'un certificat valide avec un accès au serveur tel que configuré dans le module Risk and Security Management se voient refuser l'accès même s'ils utilisent un identifiant par exemple et un mot de passe valide. D'accord. Donc cette diapositive en fait elle montre un aperçu de l'interface web de la plateforme Watson IoT. Sur cette page on peut ajouter les équipements. Pour la création d'un équipement, vous aurez à vous connecter à un cloud IBM et sélectionner Watson IoT Platform. Et il faut par la suite créer une instance en choisissant la région, l'organisation et l'espace. Et après, vous pouvez au sein de l'instance que vous avez déployée, ajouter des équipements en précisant le type de l'équipement. C'est ce que vous allez faire au niveau des différents exercices qui vont suivre. Donc ainsi, la deuxième unité touche à sa fin. Dans cette unité, nous avons vu les différentes fonctionnalités de IBM Cloud. Nous avons fait un parcours de différents services et bases de données supportées. Nous avons vu les notions de base permettant la gestion des utilisateurs et des ressources, ainsi que les services et les applications. Et finalement, un aperçu de IBM Watson IoT Starter a été fait.